Bonjour à tous. Quel que soit notre niveau de pratique dans le judaïsme, que l'on soit religieux, traditionnaliste, laïque ou profane, les fêtes juives revêtent une certaine importance. Et ces moments établis dans le calendrier rythment notre vie et marquent de leur empreinte notre culture juive. Celle que l'on se transmet dans les familles, notamment avec les prières, les expressions et les traditions culinaires afin que tous, pour Pessah, partagent la lecture de la Haggadah et à table, le repas qui en suivra. À quelques jours du début de la fête, nous avons fait nos courses, dans les épiceries et supermarchés. Nous avons pu, je l'espère, acheter sans problème les produits dont nous avions besoin, qu'ils viennent de France ou d'Israël, comme les marques Carmel, Jaffa, Hosen, Green Valley, Yarden, Haut-de-Lavan, Soda Stream. Et puis les vins Galil, Gamlat, Recanati. Mais certains, n'aimant pas Israël, ce qu'il représente, sa place dans le monde, appellent depuis 2005 à son boycott et refusent d'acheter ou de consommer des produits et les services venant de l'économie israélienne. Tout cela sous le couvert d'un sigle, BDS. Qui sont-ils? Comment procèdent-ils? Quels sont leurs moyens d'action? C'est ce que nous allons essayer de comprendre tout au long de cette émission avec Simon Benchimol, président de la Commission nationale de lutte contre le BDS au sein du Bnei de France. Simon Benchimol, bonjour. Bonjour Alexandre. Nous avons tous entendu parler de ce sigle. Quels sont les termes, justement, Simon, qui se cachent derrière ces trois lettres? Alors c'est vrai, ces trois lettres, elles ne sont pas très bien connues pourtant dans la communauté. On entend parler de boycott, un mot qui effraie et dont on ne sait pas toujours mettre une signification derrière. BDS veut dire boycott, désinvestissement et sanctions. Voilà, le programme est jeté à travers ces trois lettres. Pourquoi ? En boycottant, en refusant d'acheter ou d'acquérir des produits ou des techniques en provenance d'Israël, se désinvestir de toute relation commerciale, économique avec l'État d'Israël, et la conséquence, eh bien, c'est la sanction de l'État d'Israël. Pour chaque groupuscule qui se forme pour combattre un État, une société, outre les risques terroristes, les risques de violence et le risque pour la paix sociale, il y a derrière le discours des revendications, des exigences. Quelles sont-elles pour le BDS ? Alors les exigences, elles sont nées il y a quand même maintenant plus d'une vingtaine d'années, on va dire à l'occasion de la conférence contre le racisme organisée par les Nations Unies à Durban, où un ensemble d'ONG ont détourné l'origine, si vous voulez, de cette conférence pour lui donner un sens complètement différent et en même temps accabler l'État d'Israël. C'est une conférence qui a très mal tourné puisque les États-Unis, l'Australie ont quitté la réunion et il était question d'incriminer l'État d'Israël, de le qualifier d'État d'apartheid, d'État assassin, discriminant, et à partir de là est partie une réflexion sur un vieux concept, parce qu'il ne date pas d'aujourd'hui, le concept du boycott. Il a fait ses preuves pendant la Deuxième Guerre mondiale, malheureusement. Les nazis ont commencé à asphyxier l'économie juive avant de les atteindre physiquement. C'était une stratégie qui a porté ses fruits. Donc le boycott est parti de là, mais de 2001 à 2005, il fallait installer cette réflexion et les ONG et avec des mouvements palestiniens et avec Omar Barghouti, eh bien, est partie l'idée d'installer le même processus qui a sanctionné l'Afrique du Sud en son temps. Voilà. Simon Benchimol, vous nous avez décrit le cheminement historique et un petit peu intellectuel du processus, mais le 11 novembre 2015, l'Union européenne décide que les produits israéliens issus des territoires palestiniens doivent être spécifiquement étiquetés. Comment Israël, tout d'abord, a accueilli cette décision, qui a dû faire plaisir, bien sûr, au mouvement BDS, et quelle est la proportion des échanges entre l'Union européenne et Israël ?
Alors, l'État d'Israël n'a jamais été réellement effrayé par la notion de l'étiquetage. J'expliquerai un peu après que l'État d'Israël a réagi tardivement au mouvement BDS, croyant ne pas être atteint à ce point, tant qu'il s'agissait des fruits, des légumes et de tous les produits alimentaires en provenance d'Israël. Donc, ils n'ont pas réagi comme peut-être ils auraient dû le faire. Pourquoi? Mais parce qu'ils n'avaient pas de réelle inquiétude. Le meilleur client, on va dire, de l'État d'Israël, c'est l'Union européenne. L'Union européenne achète pour plusieurs centaines de millions d'euros de produits en provenance d'Israël. L'impact se situe entre 1 et 2%, peut-être 2,5% dans certaines périodes, donc ils ne sont pas réellement affectés. Ça n'est pas une préoccupation pour l'État d'Israël, parce que ça n'est pas l'image d'Israël qui est entachée. Et il faut savoir qu'un certain nombre de pays de l'Union européenne ont refusé d'appliquer cette recommandation, et non pas directive, cette recommandation, tout simplement parce qu'ils l'ont considérée comme discriminant. Et ils ont dit, pour certains, puisque vous l'appliquez à Israël, il faut l'appliquer également aux autres pays qui font un distinguo avec certains territoires et qui ne sont pas en légalité par rapport à la territorialité, à la géopolitique. Donc, ou on l'applique à Israël et à l'ensemble des pays concernés, ou on ne l'appliquera pas à Israël. Et c'est pour ça que pratiquement la moitié des pays de l'Union européenne ne veulent pas. Deuxième point, la traçabilité est très complexe. Les produits partant des colonies sont transformés en territoire israélien, arrivent avec des codes-barres différents, impossibles à tracer. Donc c'est inapplicable et tout le monde laisse faire comme ça parce que légalement, on ne peut pas faire autrement. Quelle est la proportion, quelle est la composition de ce 1% là, d'échange entre Israël et la France? C'est composé de quoi? De fruits, de légumes? De fruits, de légumes, de produits alimentaires, de cosmétiques, puisque la loi parle des produits alimentaires et des cosmétiques. Un ensemble de produits dont le consommateur en France doit avoir connaissance de la traçabilité et de l'origine. Parce que le problème, c'est ça au départ. C'est la nécessité de tracer les produits de leur provenance pour des raisons d'hygiène, de connaissance du citoyen par rapport à l'hygiène et à l'origine du produit. Et donc, à partir de là, nous avons tous les produits alimentaires qui font l'objet de cette restriction ou de recommandation de l'Union européenne. Mais ce n'est pas très pénalisant pour Israël. Si on s'en tient à la définition, le boycott, c'est la cessation volontaire de toute relation avec un individu, un groupe, un pays, et refus des biens qu'ils mettent en circulation. Simon Ben-Shimon, expliquez-nous dans l'esprit du concepteur comment le boycott est appliqué et comment se traduisent et se manifestent les revendications sur le terrain directement. Alors, nous sommes restés un peu tous, à juste titre, parce qu'on n'a pas l'information, nous sommes restés sur le boycott au sein des grandes surfaces, des magasins, avec ces fameuses brigades qui arrivaient et qui incitaient les consommateurs à ne pas acheter les produits en provenance d'Israël. Aujourd'hui, ce genre de démarches sont interdites, sont beaucoup plus compliquées parce que les propriétaires, les directeurs de magasins ont mis en place une sécurité. Mais ça ne les empêche pas de coller discrètement des stickers boycott, discrètement en dessous l'étiquette provenance d'Israël, et c'est fait de façon très subtile, de coller des affiches aux emplacements Jean-Claude Decaux avec les mêmes dimensions des panneaux d'affichage sur État assassin, etc. Et donc, il n'y a pas que ce type de boycott. À la limite, c'est pas le plus redoutable. Le boycott redoutable, c'est celui qui atteint l'image d'Israël. L'image d'Israël en qualifiant Israël d'État d'apartheid, d'État d'assassin, d'État criminel d'enfants, et qui va toucher tous les domaines. La culture, le sport, on l'a vu avec le Tour de France. On reviendra voilà. Avec une question justement là-dessus. Par contre, les appels au boycott ne sont pas uniquement d'ordre commercial. Vous venez d'en parler. Non. Elles sont aussi tournées vers l'université, la culture, la recherche, le sport. Ceci donc pour faire pression sur Israël dans ces domaines. Qu'est-ce qu'ils ont comme moyen de pression, justement, le BDS, hormis peut-être l'affichage des gens dans ce genre-là, justement pour essayer de limiter un petit peu l'impact d'Israël dans ces domaines?
Un match de football, c'est un match de football. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pression sur l'arbitre, sur la fédération lui-même. Oui. Eh bien, ils en ont. Ils utilisent parfaitement tous les moyens de communication, à savoir les réseaux sociaux. C'est pour ça que nous, au sein du Bnei-Brit, nous avons mis en place cette commission sous la responsabilité de Philippe Meyer, qui a créé cette commission de façon permanente pour mettre en place une stratégie pour contrer le BDS, au moins en France. La même chose pour les échanges universitaires ? Oui, bien sûr, dans tous les domaines. Ils essayent d'intervenir. Alors, il y a un danger extraordinaire comme moyen de pression, puisque vous l'évoquez, c'est dans le milieu universitaire, c'est de créer des réunions pour inciter les étudiants à boycotter l'État d'Israël pour de multiples raisons, d'interdire la venue de scientifiques ou de professeurs ou de savants israéliens qui viennent faire des conférences. Ça devient très compliqué, surtout aux États-Unis. Également au Canada, surtout au Québec, et également dans certains pays de l'Union européenne. La venue d'Israéliens sur le plan intellectuel est devenue de plus en plus compliquée. Donc ils ont ces moyens de pression. Ils sont au courant de tout ce qu'Israël va faire et de la venue, bien sûr, de tous les grands savants, les professeurs, les sportifs, les musiciens. Les musiciens, donc la culture automatiquement. La culture, l'artistique. Voilà. Tous les domaines sont touchés. Le mouvement mène son lobbying dans de nombreux pays, vous venez de le dire, la France, vous avez parlé du Canada, mais aussi le Royaume-Uni, les États-Unis, la Belgique, l'Allemagne. Quelle est la forme juridique du BDS ? Alors c'est toute sa force. Le BDS, la campagne... C'est une association, c'est quoi ? Non, rien de tout cela. C'est là la difficulté et en même temps la stratégie de son concepteur. C'est-à-dire que la Alors campagne... attendez, puisque vous me parlez du concepteur, essayez de me brosser un petit peu un portrait de ce concepteur. Parce que ce que j'ai vu, c'était un universitaire, donc quelqu'un qui a bien la tête sur les épaules. Oui, mais ça n'empêche pas la haine, hélas. Ce concepteur, il s'appelle Omar Barghouti. Il est né au Qatar. Il a fait des études en Arabie Saoudite. Il a fait des études aux États-Unis et également à Tel Aviv, puisque c'est une grande université où on peut étudier librement. Et à partir de là, intellectuellement, il a fait, on va dire, un usage particulier de son savoir, de sa perception de la géopolitique. Et pour défendre la cause palestinienne, il a voulu relancer cette notion du boycott en calquant exactement ce qui s'était fait en Afrique du Sud. Voilà. Alors, je reviens sur l'aspect juridique parce que c'est très important. La campagne BDS n'a aucun statut juridique. C'est toute la subtilité. Vous ne pouvez pas porter... Il n'y a pas de représentants ? Il y a des représentants, mais ces représentants, soit ils sont sous forme associative, syndicat, mais la campagne BDS, c'est un mot d'ordre, c'est juste un mot d'ordre, c'est juste une idée, c'est une start-up sans enveloppe juridique. C'est fascinant. Donc il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de numéro de téléphone. Pas d'adresse, pas d'adresse. La campagne BDS, c'est une campagne. C'est comme si vous vouliez donner un statut juridique au mot boycott. C'est pas possible. Par contre, il vous faut ce qu'on appelle des exécutants. Ces exécutants sont en fait toutes les personnes qui vont actionner et qui vont agir sur le terrain dans tous les pays, au départ en partant de la campagne palestinienne. Et puis aujourd'hui, il y a deux. Il y a la campagne palestinienne, il y a le fondement palestinien et le fondement international. Ce sont deux strates différentes. Elles se parfois chamaillent un peu, mais il faut savoir qu'il n'y a aucun statut juridique. Et ceci dans tous les pays. Dans tous les pays. La campagne BDS n'a pas de statut juridique. Ni aux États-Unis, ni en Angleterre. Non. Par contre, si je veux contrer juridiquement, je ne sais pas, un syndicat ou l'UJFP, l'Union juive française pour la paix, qui est très proche du BDS, eh bien, il faut que je relève donc une infraction à la loi. Eux sont répréhensibles. Mais l'idée qu'ils véhiculent, non, elle repose sur la campagne BDS. Donc il n'y a pas... Chaque pays, en fait, si vous voulez, aura les mêmes réactions. Il n'y a pas une réaction... Il y a une réaction... Considérer, voilà, la meilleure façon de bien considérer la question, imaginez que c'est une franchise. J'ai du mal à concevoir ça. C'est une franchise. C'est là où toute la subtilité réside. C'est une franchise virtuelle. Elle est virtuelle parce qu'il n'y a pas de statut juridique. C'est un mot d'ordre. Voilà, tout simplement...
Il faut intégrer ça. C'est un mot d'ordre qui a donné naissance à une start-up et tout est virtuel. On lance l'idée, on prône le boycott. Et à partir de là, on utilise des référents et des exécutants dans tous les pays. Alors, en France, c'est par exemple les syndicats. Alors justement, les partis politiques. Pour que le boycott fonctionne, on ne peut pas l'appliquer tout seul, hein, c'est pas possible. Il faut donc des amis, des relais de pensée, des appuis politiques, des foules endoctrinées. Simon Benchimol, décrivez-moi justement ces mouvances qui gravitent autour du BDS. Qui est-ce qui le relaie en fait en France, par exemple ? Alors il y a certains partis politiques à l'extrême gauche, certains syndicats, par exemple la CGT, et dans les partis politiques, le NPA. Alors pourquoi, la question que l'on peut se poser, pourquoi ces partis politiques ont récupéré la notion de boycott et de la cause palestinienne ? Eh bien tout simplement parce que pendant des années, il y avait une cause du prolétariat, une défense du prolétariat. Aujourd'hui, on ne peut pas défendre le prolétariat. Le monde a changé. Il y a la mondialisation, la globalisation, et donc tout ce monde-là économique, politique a radicalement changé. Donc il faut d'autres causes pour fédérer, pour drainer. Et la cause palestinienne en est une, et on se dit qui représente au mieux la cause palestinienne ? Eh bien la campagne BDS. Et qui devons-nous sanctionner ? Eh bien l'État d'Israël. Et on se rallie à la cause du BDS parce que c'est une cause qui fédère du monde, et c'est pour ça que vous avez l'extrême gauche et les syndicats qui se sont attribués cette cause. Je vous rappelle que mon invité cette semaine est Simon Benchimol, président de la Commission nationale de lutte contre le BDS au sein du Bnei Brit de France. Je vais continuer sur la question précédente. Il y a donc des personnes, allez, je vais appeler ça, je mets entre guillemets, tiers-mondistes, qui de bonne foi, conscientes ou inconscientes, frisent un certain antisionisme et qui va jusqu'à même l'antisémitisme. Qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Alors, il faut leur dire que c'est un cheminement qui est assez classique, qui est connu en sciences politiques, c'est-à-dire qu'en Israël, c'est une population juive, une population entre guillemets blanche, puisque aujourd'hui il y a le racisme anti-blanc qui nous vient des États-Unis. Tout ça est amalgamé avec la notion. Il y a des Éthiopiens en Israël. Mais le juif a toujours été, en dehors de cette frange de la population, a toujours été amalgamé au blanc. La différence avec le noir, c'est que le noir est visible, il est perceptible dans la discrimination. Le blanc, le juif ne l'est pas. Et il a toujours cette réputation d'être détenteur du capital. Toutes ces idées-là sont amalgamées, et vous avez avec ça pas que les tiers-mondistes, les altermondialistes qui sont venus, et aujourd'hui tous les courants identitaires qui sont venus avec le wokisme, la cancel culture, le racialisme, etc. Tout ça est amalgamé pour aller vers un ennemi unique, c'est-à-dire Israël, qui détient... En fait, Israël gêne. Le mot Israël lui-même est un problème en soi. C'est ça qui est terrible, parce que je crois que si Israël changeait de nom, on aurait peut-être une vision différente. Et il faudrait que le juif change de nom aussi, alors ? Je ne sais pas. Je crois que l'État d'Israël... Est-ce que si on s'appelait israélite, ça serait bien ? Je ne sais pas, mais je crois que l'État d'Israël a suscité depuis toujours, en dehors de la problématique palestinienne, a suscité une jalousie dans toutes ses réussites, et qui pose de problèmes, dont uniquement à l'extrême gauche et à tous ces partis qui veulent qu'Israël... En fait, la vocation de tous ces mouvements, y compris BDS, c'est la délégitimation de l'État d'Israël. C'est le but. C'est le but. Je voulais garder ce mot pour la conclusion, mais je vous le cite tout de suite. On le redira à la conclusion. Voilà, tout à fait. Voilà, c'est la délégitimation qui compte essentiellement. Alors pour ceux qui sont contre Israël et puis tous les produits israéliens, il faut plus qu'ils se servent de leur téléphone, hein, parce que je crois que 90% des applications dans un téléphone viennent d'Israël. Absolument, absolument. Entre autres, et médicalement, il faut plus se soigner, il faut plus se... Mais bon, aller raisonner ceux dont la haine est absolue, c'est impossible. Donc voilà. Peut-être avons-nous été témoins d'une manifestation du BDS. Simon Benchimol,
Ce mouvement, on en revient un peu à la question de tout à l'heure, est-ce qu'il est légitime en France ? Est-ce que c'est légitime de créer un boycott en France par rapport à des produits ? Non, ça n'est jamais légitime. Est-ce que c'est légal ? Alors, ça l'a été pendant... De boycotter, ça ne l'est pas réellement. Et ce, depuis de nombreuses années, grâce à des textes. Alors, il faut savoir une chose, c'est que la France est exceptionnelle, et il faut lui rendre hommage, en ce qui concerne les lois anti-boycott. Très peu de pays, sous couvert de la liberté d'expression, n'ont pas mis en place de législation. Nous sommes allés chercher une vieille législation, c'est la loi sur la presse, la liberté de la presse de 1881, qui interdit la discrimination du fait de l'origine, de la race, etc. Ce qui n'existait pas aux États-Unis, par exemple. Exactement. Et cette loi sur la presse nous a permis de considérer que le boycott, il est discriminant à l'égard d'une nation, d'une race, d'une communauté, et donc interdit par la loi. Sont venus se rajouter 2 textes dans le code pénal, l'article 224, 1 et 2, qui répriment l'appel au boycott et l'empêchement d'activité économique lorsque l'on va dans un magasin et qu'on empêche l'activité économique commerciale de se réaliser normalement. Ces lois. Ensuite est venue une directive, la directive Alliot-Marie en 2010, qui est extraordinaire, qui a rappelé au parquet qu'il fallait sanctionner les appels au boycott. Mais nous étions exceptionnels. Nous étions vraiment dans une situation qui était d'exception. Pourquoi ? Eh bien, jusqu'en 2015, ça a bien fonctionné, 2016. Et en 2016, il y a eu des militants, des activistes BDS qui ont été reconnus coupables d'actions de boycott en appel et également en cour de cassation. Et ils ne se sont pas arrêtés là, ils sont allés devant la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, qui, elle, a considéré, elle a mis quand même 5 ans. Et nous étions dans l'attente de la décision. Et en juin 2020, la décision a été rendue. C'est-à-dire que maintenant, l'appel au boycott et le boycott lui-même n'est pas considéré comme illégal, mais plutôt comme la liberté d'expression, un acte citoyen politique, sauf à être discriminant, haineux et raciste. C'est pour ça que Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, a sorti comme Madame Alliot-Marie une directive qui stipule que les magistrats... Ils ont essayé de prendre toutes les précautions finalement. Bien sûr, bien sûr. Et donc, le garde des Sceaux a suggéré à tous les parquets d'être très vigilants dans l'application de la loi et de veiller à ce qu'il n'y ait pas discrimination, racisme, propos haineux durant les manifestations. C'est le seul créneau qu'il nous reste pour intervenir et en général, ils essayent de faire très attention pour ne pas être sanctionnables dans la rhétorique qu'ils utilisent, les mots utilisés sont bien calculés. Parfois, il y a des dérives, mais là où ils sont les plus virulents, c'est sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. C'est pour ça qu'on essaye d'agir pour contrer, en tout cas répondre. Parce que lorsque vous interpellez sur Twitter, sur les réseaux sociaux, vous rappelez une réponse. Et la réponse ne peut pas être n'importe laquelle. Voilà ce qu'il nous reste. Quand on me parle de boycott, un autre mot me vient immédiatement à l'esprit, c'est conflit. Un conflit antisioniste qui ne s'est pas éteint au fil du temps, mais qui est devenu plus sournois, hypocrite, machiavélique peut-être. Simon Ben-Shimon, est-ce que l'on peut dire que le combat s'est déplacé vers une forme d'antisémitisme intellectualisé, fondé sur la critique d'Israël et du sionisme ? Oui, parce que la parole s'est libérée. Alors, toujours grâce Pourquoi ? Parce que c'était beaucoup plus simple d'atteindre Israël comme ça ? Eh bien, avant, pour atteindre Israël, il fallait faire un article dans un journal, intervenir à la télévision, ce qui n'était pas évident, ou écrire un livre. Et encore, chaque mot était pesé parce qu'il y avait des textes de loi qui répriment ces élans un petit peu d'antisémitisme. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout est possible. La parole s'est totalement libérée avec ce que cela implique. Surtout sous le couvert de l'anonymat. Sous couvert de l'anonymat, et nous assistons à un glissement parfois sémantique, judicieux, vers l'antisionisme et l'antisémitisme. Alors,
ce qu'évoquent certains hommes ou femmes politiques qui sont d'ailleurs candidats à la présidentielle, c'est que on ne peut pas manifester d'antisémitisme en France, mais qu'on doit se garder la possibilité de critiquer l'État d'Israël lorsque quelque chose ne va pas, comme on critiquerait les États-Unis, la Russie ou un autre pays africain quelconque, eh bien, le droit de critiquer l'État d'Israël. Parfois... L'État d'Israël ou le gouvernement israélien ? L'État d'Israël à travers son gouvernement, l'action d'Israël, bien évidemment orientée par son gouvernement en place ou sa coalition en place. Mais ça n'est pas toujours respecté. Le glissement est très vite fait. Et si vous interprétez bien la sémantique, eh bien, vous lisez des propos antisémites assez facilement parce que la parole s'est libérée et que cette notion de liberté d'expression, comme elle existe aux États-Unis et dans d'autres pays anglo-saxons, eh bien, elle prend le dessus. Et c'est ce vers quoi il va falloir mettre toute notre énergie pour lutter, parce que c'est très difficile. Même la loi sur le séparatisme n'a pas tout réglé, malheureusement. Alors, j'ai pratiquement 3 questions pour terminer. Tout d'abord, quels sont les arguments du BDS vis-à-vis d'Israël ? Qu'est-ce qu'il y a dans cette charte ? Parce que j'ai vu qu'il y avait une charte. Et puis, comment le BDS est financé ? Parce qu'il faut quand même de l'argent pour tout ça. Alors, la charte a été réalisée en 2005, en grande partie par Omar Barghouti, et elle est la copie conforme de la charte de l'OLP. C'est exactement la charte de l'OLP. Il y a donc un rejet total. Copier-coller. Voilà, un rejet total de tout ce qui peut être, je dirais, négociable. Il n'y a aucune négociation. Jamais dans sa charte et dans ses textes, la campagne BDS n'a été force de proposition pour la création de 2 États ou d'un État. Non. Pour elle, le problème sera réglé que lorsque l'État d'Israël n'existera plus. Il n'y a pas une possibilité de paix dans la charte ? Non, aucune. Non. Il n'y a aucune. Ce n'est pas comme l'OLP qui a évolué à un moment donné avec la notion de caducité qui avait été évoquée par Yasser Arafat. Non, je ne sais pas, mais au bout d'un certain moment, on peut s'épuiser. On n'est pas obligé de se faire toujours la guerre. On peut essayer de trouver des solutions de paix, non ? Dans l'absolu, dans un monde idéal, ce serait extraordinaire. Avec la campagne BDS, non, parce que son niveau d'exigence a été placé à un niveau très élevé, volontairement. Le retour de tous les réfugiés. Or, vous savez que si tous les réfugiés revenaient, ce serait à peu près plus de 3 millions à 3,5 millions de personnes. Parce que le statut de réfugié palestinien est le seul au monde qui se transmet de père en fils. Donc au départ, il y avait 700 000 et aujourd'hui, ils sont plus de 3 millions. Oui, on fait des enfants. Voilà. Mais oui, mais aucun statut de réfugié ne se transmet de père en fils. C'est exceptionnel. Mais les Nations Unies en avaient décidé autrement. Par conséquent, le retour de 3 millions et demi de réfugiés, je vous laisse imaginer un instant ce que ça impliquerait pour Israël. C'est quelque chose qui est inenvisageable. La fin de l'occupation, oui, ça veut dire le retrait d'un ensemble de territoires qu'Israël a conquis ou revendiqués. D'accord, c'est très important. Revenir à 48 ? Revenir même un peu avant 48, on va dire. D'accord ? La fin de la colonisation, ce qu'ils appellent la colonisation, ça fait beaucoup d'exigences qui ont été placées et qui feront que jamais... Et qu'est-ce qu'on pourrait donner en échange ? Pas grand-chose. À qui ? Le BDS, si, ils ont des exigences, d'accord, mais... Éventuellement, ils proposeraient de moins boycotter. Mais je n'y crois pas. Tant que l'État d'Israël existera, il y aura toujours un boycott et il y aura toujours une critique. Mais ça n'empêche pas l'État d'Israël d'avancer. Là, vous nous avez parlé des buts qui sont des buts avoués. Est-ce qu'il y a des buts qui ne sont pas avoués ? C'est-à-dire des buts qui sont cachés ? Le rejet de l'État d'Israël. Je dirais qu'il n'est même pas caché. Aujourd'hui, quand vous lisez un certain nombre de documents et de déclarations qui sont faites par les adeptes du BDS, eh bien, l'anti-Israël et l'anti-sionisme n'est même plus caché. Il est presque avéré, il prend d'autres noms, mais il est là. Quand vous avez un ennemi de cette dimension-là et de cette forme-là, vous considérez qu'à un moment donné, il n'y a pas de place à la négociation. Il faut intégrer qu'il est là et il faut le combattre en permanence. Il vaut mieux le combattre en permanence qu'avoir une fausse négociation. Et maintenant, pour terminer, vous avez évoqué le financement.
Alors là, c'est un des domaines les plus opaques, puisque le financement, il vient bien sûr de dons qui sont faits, mais également d'attributions qui sont faites par des ONG qui ont obtenu elles-mêmes par les États, comme la France, par l'intermédiaire de l'association de l'Agence France Développement, qui récupère une certaine somme de millions d'euros qui sont redistribués pour des raisons humanitaires à des ONG. Mais après, nous n'avons plus la maîtrise de la sortie de ces ONG, qui, elles, les attribuent parfois à des institutions qui prônent la campagne et qui sont activistes dans le BDS. Alors que l'Union européenne vient de faire signer des engagements, y compris la loi sur le séparatisme a prévu des clauses qui interdisent toute association qui a reçu une subvention de financer une action de boycott. Et parfois, ça va beaucoup plus loin, c'est pas que le boycott, c'est parfois également des actes de terrorisme. Donc il y a un lien avéré entre le boycott de BDS et parfois le terrorisme, hélas. C'est difficile pour Israël de combattre seul contre tous, mais le pays connaît pertinemment le combat à mener entre l'information et la propagande. Et puis Simon Ben-Shimol, pour terminer, j'ai juste une petite information qui est une information optimiste. Tant mieux. En Israël, on trouve Zara, McDo, Decathlon, Ikea et bien d'autres marques comme en France. Et puis à partir de Rosh Hashanah, Primark s'ouvre à Jérusalem. Que dire de plus? C'est la réponse d'Israël, ça. Mon invité cette semaine était Simon Ben-Shimol, président de la Commission nationale de lutte contre le BDS au sein du Bnei de France. Merci Simon Ben-Shimol d'être venu. Merci à vous de m'avoir reçu. Bonne semaine à tous. Et bonne fête.